Anne de Clèves demeure l'une des figures les plus singulières, et paradoxalement les plus avisées, de la cour des Tudors. Née en 1515 à Düsseldorf, elle grandit au sein d'une petite cour provinciale allemande, loin des fastes et des intrigues de Londres ou de Paris. Son éducation est celle d'une jeune fille de la noblesse germanique de l'époque, centrée sur les travaux d'aiguille et la gestion domestique, mais totalement dépourvue de l'apprentissage des langues étrangères, de la littérature ou de la musique, ce qui pèsera lourdement sur son futur accueil outre-Manche. Son destin bascule lorsque le conseiller du roi cherche à sceller une alliance politique avec la Ligue de Smalkalde contre les puissances catholiques. Le monarque, alors veuf de Jeanne Seymour, se laisse séduire par le célèbre portrait miniature réalisé par Hans Holbein le Jeune. Ce tableau présente une jeune femme aux traits fins, sereins et d'une grande douceur, ce qui convainc finalement le souverain de l'épouser. L'arrivée d'Anne en terre britannique, en 1539, marque le début d'un malentendu historique majeur. Le roi, impatient, décide de rencontrer sa future épouse incognito à Rochester. Cette première entrevue est un désastre total. Le prince, imbu de sa personne et habitué à la séduction, ne trouve pas en Anne la beauté radieuse qu'il imaginait et se sent cruellement repoussé par son manque de distinction et sa réserve. Malgré son dégoût manifeste, le mariage est célébré le 6 janvier 1540 pour satisfaire des impératifs diplomatiques urgents. Cependant, l'union n'est jamais consommée. Henri se plaint amèrement du physique de sa femme, lui attribuant des qualificatifs désobligeants et blessants. Comprenant que sa vie, ainsi que sa sécurité, dépendent désormais de sa soumission, Anne fait preuve d'une intelligence politique rare. Lorsque le souverain demande l'annulation du mariage quelques mois plus tard, elle accepte sans aucune résistance, confirmant avec une humilité désarmante que le mariage n'a jamais été honoré. Cette attitude lui vaut la reconnaissance éternelle du monarque. Au lieu d'un destin tragique sur l'échafaud, comme d'autres épouses avant elle, elle reçoit le titre officiel de sœur chérie du roi. Henri lui octroie une pension généreuse et plusieurs domaines prestigieux, dont le château de Thévers, ancienne demeure des Boleyn. Libérée des contraintes du mariage, Anne mène dès lors une vie indépendante et prospère. Elle devient l'une des femmes les plus riches du royaume, s'habille avec une élégance recherchée, apprécie les plaisirs de la table et les jeux de cartes. Elle entretient des relations cordiales avec le roi et ses enfants, notamment la future reine Marie Ière. Dans sa jeunesse, elle fut élevée sous la surveillance étroite de sa mère, Marie de Juliers. On rapporte que sa seule véritable compétence récréative était la pratique de divers types de broderie, ce qui rendait ses premiers échanges avec son époux particulièrement laborieux, car elle ne partageait aucune de ses passions intellectuelles ou sportives. L'anecdote de leur rencontre souligne le choc culturel profond. Le roi, se déguisant selon une tradition médiévale, pensait que l'instinct de l'amour permettrait à Anne de le reconnaître. Lorsqu'il tente de l'embrasser, Anne, ne voyant qu'un homme corpulent l'agresser, l'ignore froidement pour regarder des chiens par la fenêtre. Ce camouflet blesse profondément l'ego du roi et condamne leur intimité. Son règne en tant que reine consort est l'un des plus brefs de l'histoire, marqué par une tension permanente et sourde. Dans l'intimité de la chambre, la situation est empreinte d'une naïveté déconcertante. Ignorant tout des réalités charnelles, elle explique à ses dames que le roi vient la voir chaque soir pour lui prendre la main et l'embrasser sur le front, pensant de bonne foi que ces gestes suffisent à faire d'elle une femme accomplie. À la cour, elle s'efforce pourtant de remplir son rôle avec une dignité exemplaire. Elle apprend la langue avec une rapidité surprenante et adopte les manières locales pour plaire à son époux. L'atmosphère devient toutefois irrespirable au printemps 1540, alors que le roi cherche fébrilement un moyen juridique d'annuler leur union. Une fois redevenue simple dame, elle révèle une personnalité bien plus chaleureuse et sociable. Elle devient une amie proche de Catherine Howard et l'accueille avec une telle grâce qu'elles finissent par danser ensemble lors de festivités. Sa vie de célibataire est marquée par une grande générosité envers son entourage. Elle transforme ces domaines en lieux de réception réputés pour la qualité de leur table et de leur hospitalité. À l'avènement de Marie, elle chevauche aux côtés d'Élisabeth lors de la procession du couronnement, affirmant sa place au sein de la dynastie. Elle finit ses jours entourée d'une suite fidèle, ayant réussi l'exploit de conserver sa tête, son rang et sa fortune. Son existence offre l'exemple d'une résilience remarquable. Souvent réduite à un simple rejet, elle fut en réalité une femme d'une finesse politique supérieure, qui transforma une humiliation publique en une victoire personnelle éclatante. Elle comprit parfaitement la psychologie de son époux et échangea un titre précaire contre une liberté